En novembre 2022, une réunion discrète s'est tenue à huis clos au sein de l'entreprise familiale Welk. Elle n'a pas été annoncée, elle n'a pas été discutée ouvertement, et surtout personne n'a dit à Larry Welk Jr. qu'elle avait lieu. Il s'agissait d'un homme qui avait passé 42 ans de sa vie à construire et à protéger l'entreprise créée par son père, perpétuant un héritage qui faisait désormais partie de la culture américaine. Pourtant, à la fin de cette réunion, tout ce pourquoi il avait travaillé avait disparu. Son propre fils l'avait dépouillé de son poste, de son salaire, de son rôle et même de son assurance maladie. Il ne s'agissait pas d'une transition ni d'un départ à la retraite, mais d'une destitution brutale. 3 ans plus tard, Larry intentera un procès de 30 millions de dollars décrivant ce qui s'est passé, non pas comme un désaccord, mais comme quelque chose de bien plus calculé, un plan qu'il compare à la trahison et à l'ambition que l'on trouve dans Macbeth. C'était une accusation dramatique mais enracinée dans un profond sentiment de rupture personnelle et familiale. Et puis quelques jours seulement après avoir intenté ce procès, Larry Welk Jr. est mort à l'âge de 85 ans. Ce qui était apparu comme un héritage familial américain sain, presque intouchable, révélait maintenant quelque chose de bien plus sombre sous la surface. L'image qui avait été soigneusement maintenue pendant des décennies a commencé à se fissurer, exposant un conflit privé qui contrastait fortement avec l'histoire publique que les gens pensaient connaître. Pour comprendre comment une telle histoire a pu se dérouler, il faut remonter au début à l'homme qui a tout déclenché. Lawrence Welk est né le mars 11, 1903, à Strasbourg, un petit village germanophone du comté d'Emmons dans le Dakota du Nord. Sur le papier, cela peut sembler être un simple début rural, mais la réalité était bien plus complexe. Ses parents, Ludwig et Christina Welk, étaient des Allemands ethniques qui avaient déjà été forcés de déraciner leur vie une fois auparavant. En 1892, ils ont été chassés de Russie, faisant partie d'une vague plus importante de familles germano-russes à la recherche d'un endroit où elles pourraient se reconstruire. Leur voyage vers l'Amérique a été long et incertain, avec des trains, des wagons et le genre d'endurance qui remodèle l'identité d'une famille. Lorsqu'ils ont atteint les plaines ouvertes du Dakota du Nord, ils n'ont pas accédé au confort, mais à la survie. Ils ont revendiqué 160 acres de terre brute et impitoyable, et à partir de ce moment-là, chaque jour est devenu un test pour savoir s'ils pouvaient transformer cette terre en une vie. À leur arrivée à 1893, ils n'avaient même pas de maison digne de ce nom. Face à leur premier hiver, ils ont fait quelque chose qui semble aujourd'hui presque inimaginable. Ils ont retourné leur chariot, creusé une fosse peu profonde dans la terre et l'ont recouverte de lourds blocs de tourbe des prairies. C'est devenu leur abri. Des murs en terre, une protection minimale, un froid glacial qui se faufilait par tous les interstices, des températures qui pouvaient descendre jusqu'à moins 20 degrés Fahrenheit. À l'intérieur, la famille dormait sur de la paille, tandis que le vent hurlait à l'extérieur, se pressant contre la fragile structure qui se dressait entre eux et les éléments. L'année suivante, ils réussissent à construire une hutte de terre plus permanente. Mais même celle-ci est petite, rudimentaire, et loin d'être confortable. Les murs sont faits de gazon empilé, le toit est soutenu par du bois brut transporté par chariot, et à l'intérieur, il n'y a qu'une petite fenêtre et un seul poêle à bois pour combattre l'hiver. Lorsque Lawrence naît en 1903, c'est encore la maison dans laquelle il entre. Un endroit où l'odeur de la terre humide se mêle à la fumée du bois, où l'espace est limité et où la frontière entre le monde intérieur et la nature sauvage extérieure n'est jamais très épaisse. Il est le 6e de 8 enfants, ce qui signifie que tout, nourriture, vêtements, espace, doit être partagé, étiré et géré avec soin. Son père travaille la terre du lever au coucher du soleil, tandis que sa mère s'occupe de tout le reste de la cuisine, de la couture et de l'éducation des enfants dans des conditions qui exigent des efforts constants. La famille vit d'une nourriture simple. Pommes de terre, blé, choux, quelques vaches et quelques poulets. L'argent est rare, presque inexistant à certains moments. Pour cette raison, l'enfance de Lawrence n'a pas été marquée par le confort ou l'imagination, mais par le travail. Il dira plus tard qu'il a quitté l'école vers la 4e année, à l'âge de 10 ans environ, parce que la ferme avait plus besoin de lui que la salle de classe. À partir de ce moment-là, ses journées étaient remplies par le transport de l'eau, l'alimentation des animaux, la réparation des clôtures et le travail dans des conditions météorologiques qui pouvaient changer sans avertissement et détruire des récoltes entières du jour au lendemain. À la maison, la famille ne parlait que l'allemand. Même à l'école qui était dirigée par des religieuses germanophones, l'anglais était peu présent dans sa vie.
Il ne s'agissait pas seulement de pauvreté, mais aussi d'isolement. Un monde qui se sentait séparé de la culture américaine plus large qui l'entourait. Et pourtant, dans cette vie dure et limitée, quelque chose est entré qui allait tout changer. L'un des premiers souvenirs de Lawrence est d'avoir vu son père rentrer à la maison avec un accordéon après avoir joué dans une grange. Pour une famille comme la leur, cet instrument était plus qu'un simple objet. Il était cher lourd et plein de possibilités. Ludwig avait commencé à gagner de l'argent en jouant des polkas et des valses lors de rassemblements locaux où les colons germano-russes se réunissaient dans des granges pleines de courants d'air pour danser et oublier leurs difficultés, même si ce n'était que pour quelques heures. Le jeune garçon, Lawrence, observe attentivement la façon dont les mains de son père se déplacent sur les boutons, comment les soufflets se dilatent et se contractent, comment la musique semble remplir l'espace comme rien d'autre ne peut le faire. Puis un soir, son père lui permet d'appuyer sur une seule touche. Ce moment est resté gravé dans sa mémoire. Ce son, aussi simple soit-il, a touché quelque chose de profond en lui. Il a créé un sentiment qu'il ne pouvait ignorer. À cet instant, quelque chose a changé. Il a réalisé, même s'il ne pouvait pas encore l'expliquer complètement, qu'il ne voulait pas que la ferme définisse toute sa vie. Ce sentiment n'a fait que croître avec l'âge. À l'âge de 13, il jouait déjà dans des bals de grange et des mariages gagnant de petites sommes d'argent ici et là. Il n'était pas parfait, loin de là. Certaines personnes trouvaient son jeu trop bruyant ou pas assez raffiné, et parfois des groupes locaux le mettaient de côté parce qu'il ne correspondait pas à leurs attentes. Mais le rejet ne l'a pas empêché. La ferme lui a déjà appris l'endurance. La musique lui a donné une raison de l'utiliser. Des années plus tard, la ferme où ses premiers rêves ont pris forme est devenue un lieu que les gens ont visité. Alors que le Lawrence Welk Show est devenu une célébrité nationale dans les années 1950 et 1960, atteignant des millions de foyers à travers l'Amérique, la curiosité pour ses origines s'est accrue. La hutte de terre, les champs environnants, la terre près de Strasbourg. Tout cela a été préservé pour rappeler d'où il venait. Les visiteurs pouvaient, en se promener dans ces petites pièces, voir les épais murs de terre et imaginer le garçon qui avait commencé avec presque rien. Et c'est ce qui rend son histoire si frappante. Il est né dans des conditions difficiles et a quitté l'école très tôt, a parlé un anglais limité pendant une grande partie de sa jeunesse et a grandi dans une maison construite à même le sol. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, ce même garçon est devenu l'animateur de l'une des émissions musicales les plus réussies de l'histoire de la télévision américaine. Son chemin n'a jamais été construit sur des privilèges ou des opportunités au sens habituel du terme. Il a été construit sur les mêmes fondations qui ont permis à sa famille de survivre dans cette ferme, la discipline, la répétition et la persévérance. Plus tard, les critiques se moqueront de son accent prononcé, de sa façon de parler des choses mêmes qui le marquaient comme différent. Mais ce qu'ils ont souvent négligé, c'est la force qui se cache derrière la capacité à continuer à endurer, à poursuivre longtemps après que d'autres se soient arrêtés. Cette détermination s'est révélée clairement dans 1920, lorsqu'une seule décision a changé le cours de sa vie. À 17, son père fait un achat extraordinaire, un accordéon Honor de haute qualité commandé par correspondance qui coûte 400, une somme énorme à l'époque, surtout pour une famille de fermiers en difficulté. L'accordéon n'est pas donné gratuitement, il est assorti de conditions strictes. Lawrence accepte de continuer à travailler à plein temps, à la ferme, jusqu'à mars 11, 1924, son 21e anniversaire. Chaque dollar qu'il gagne en jouant de la musique sera reversé à la famille jusqu'à ce que l'instrument soit entièrement remboursé. Pendant 4 ans, sa vie a donc été divisée en deux. Le jour, il travaillait la terre, labourant les champs, récoltant les cultures, trayant les vaches, faisant tout ce que la ferme exigeait de lui. La nuit, il jouait de la musique, construisant lentement quelque chose qui ressemblait à un avenir. C'est un équilibre difficile, épuisant dans tous les sens du terme, mais c'est aussi le pont entre la vie dans laquelle il est né et celle qu'il est déterminé à créer. Une fois le travail terminé, il jouait dans les mariages, les bals et les événements locaux. Chaque dollar qu'il gagnait était reversé à son pays d'origine et il ne gardait rien pour lui. Cette période est plus importante qu'il n'y paraît. Elle l'a formé non seulement en tant que musicien, mais aussi en tant que travailleur. La ferme lui avait déjà appris la discipline. Cette affaire l'a transformé en quelque chose de plus difficile. Il a appris à supporter l'épuisement sans se plaindre. Il a appris à faire une journée complète et à continuer. Il a appris que le talent seul ne signifiait pas grand-chose si vous ne pouviez pas le soutenir par des efforts. Plus tard dans sa vie, les membres de son groupe et les artistes ressentiraient le poids de cette leçon.
Lawrence attendait d'eux qu'ils travaillent comme il avait travaillé, qu'ils répètent, qu'ils restent affûtés, qu'ils gardent les apparences, qu'ils traitent le spectacle comme une affaire sérieuse. La rigueur qu'on lui a prêtée plus tard n'est pas apparue de nulle part. Elle s'est forgée dans ces années où chaque note qu'il jouait appartenait encore à quelqu'un d'autre. Puis, le mars 11 1924, son 21e anniversaire exact, il a quitté définitivement la ferme familiale. Son père désapprouve fortement l'idée d'une carrière musicale. Pour Ludwig, elle est instable, voire pécheresse, et n'est certainement pas la vie qu'il souhaite pour son fils. Ce désaccord a laissé une blessure qui n'a jamais complètement guéri, mais Lawrence est parti quand même. Il est parti avec son accordéon presque pas d'argent et un anglais approximatif. Le risque était énorme. Il n'avait pas de filet de sécurité, pas de véritable éducation et pas de route claire devant lui. Pourtant, il est parti parce que rester signifiait enterrer la seule partie de lui-même qui se sentait pleinement en vie. Ce qui a suivi n'a pas été un succès instantané. Son premier emploi professionnel après avoir quitté le domicile familial ne lui rapportait que 15 $ au total pour l'ensemble du groupe, pour une semaine complète de travail en 1924, Une fois cet argent divisé, il ne représentait presque plus rien. Le pain, de l'essence et un endroit pour dormir étaient autant de problèmes. Alors le groupe a conduit de vieilles voitures, a dormi dedans quand il le fallait, et a chassé les prises radio gratuites partout où elles pouvaient être trouvées. Lawrence a renommé les groupes, a essayé de nouveaux angles et a continué à bouger. L'un des noms était l'Honolulu Fruit Gum Orchestra, un titre qui sonnait assez bien mais qui provenait d'un sponsor de la gomme plutôt que du glamour. Il n'y avait pas de glamour à cette époque de toute façon, il y avait de la poussière de longue route des foules incertaines et la peur constante de ne pas gagner assez d'argent pour se rendre à la ville suivante. Malgré cela, il continue à avancer et c'est là que la radio entre en jeu. En 1927, à l'âge de 24, Lawrence Welk décroche une émission de radio quotidienne sur WNX à Yankton, dans le Dakota du Sud. Cette chance a tout changé. Jusqu'alors, il n'était qu'un chef d'orchestre en difficulté qui tentait de survivre d'un emploi à l'autre. Mais WNX lui a donné une plateforme stable et il l'a utilisée. Jour après jour, son groupe est passé sur les ondes. L'émission a duré de 1927 à 1936, et au cours de ces 9 années, elle a fait de son groupe un petit groupe qui est devenu une vedette régionale. Les foules commencent à se présenter dans les salles de danse parce qu'elles les ont entendues à la radio. Les concerts s'améliorent, les salaires augmentent, le groupe s'agrandit, et tout cela se produit même si ce qui fait que certains se moquent de lui n'a jamais disparu. Son accent est resté avec lui. Lawrence Welk ne parlait pas vraiment anglais avant l'âge de 21 ans, et même alors il le parlait avec un épais accent germano-russe qui ne l'a jamais quitté. Au cours de ses premières années à la radio, les critiques se sont moqués de lui à cause de cet accent. Certains le considéraient comme un étranger maladroit, un garçon de ferme immigré qui n'avait pas l'air assez poli pour le microphone. Il était également timide, ce qui n'a fait qu'empirer les choses. Plus tard, à la télévision, il s'est beaucoup appuyé sur des téléprompteurs parce qu'il craignait de dire ce qu'il ne fallait pas et d'être moqué, mais son public a réagi à autre chose que du vernis. Ils ont aimé la sincérité, ils ont aimé la constance, ils ont aimé le ton propre et joyeux qu'il apportait. Alors que les critiques se concentrent sur ses lacunes, les gens ordinaires se concentrent sur ce qu'il leur fait ressentir. Ce sentiment est au cœur de toute sa carrière. À la fin des années 1920 et 1930, il se produit dans des salles de danse, des roadhouses des granges et des salles de bal à travers le Midwest. La dépression, la poussière, la fatigue du travail, tout cela pesait sur les gens. Lawrence leur a donné quelque chose de plus léger. Par 1938, alors qu'il jouait à l'hôtel William Penn de Pittsburgh, il a commencé à façonner le style qui allait le définir. Il l'a appelé musique champagne. Le nom convenait parce qu'il voulait que le son soit léger, pétillant et facile. Pas lourd, pas tranchant, pas sauvage. Quelque chose d'assez doux pour que les gens fatigués puissent l'apprécier après une dure journée. Ce style sera plus tard raillé comme carré par certains critiques, surtout une fois que le rock'n'roll aura pris le dessus sur la culture, mais pour des millions d'auditeurs, c'était exactement ce qu'ils voulaient. Dans les 1940, son succès dépasse largement celui du garçon de ferme à l'accordéon. Il attire des foules entières dans des lieux comme le Tryon and Ballroom de Chicago. Dans 1951, il fait un nouveau grand saut.
Le 2 mai de la même année, son émission est diffusée localement sur KTLA à Los Angeles, depuis l'Aragon Ballroom à Venice Beach. Même ce démarrage comporte des risques KTLA ne couvrant pas les coûts. Lawrence aurait déboursé $300 de son propre argent pour que le pilote puisse voir le jour. Il avait déjà 48 ans à l'époque, ce qui rendait le pari encore plus grand. Beaucoup de gens auraient pu jouer la carte de la sécurité, lui ne l'a pas fait. Pendant les 4 années suivantes, de 1950 et 1 à 1955, il travaille sur ce spectacle local affinant chaque détail. Il façonne le son avec des cuivres, des clarinettes et des flûtes en sourdine pour qu'il soit aérien et lumineux. Il entraîne les interprètes. Il a gardé l'image propre. Pas de tabac, pas d'alcool, pas de rudesse. Ce n'était pas accidentel. Il a été construit. Puis en 1955, tout s'est ouvert. ABC a repris l'émission à l'échelle nationale le 2 juillet et l'a rebaptisée Dodge Dancing Party du nom de son sponsor. Soudain, Lawrence Welk n'est plus seulement un artiste local. Il est présent dans les salons de toute l'Amérique. Les familles se rassemblent autour de téléviseurs noirs et blancs et regardent un homme ayant peu d'éducation formelle, un accent prononcé et une scolarité de 4e année diriger l'un des spectacles musicaux les plus populaires du pays. Cette ascension est déjà assez spectaculaire en soi, mais ce qui la rend encore plus étrange, c'est le moment choisi. C'est l'époque d'Elvis, de la culture des jeunes et du changement. Et pourtant, le monde propre et contrôlé de Welk, fait de valses, de polka et d'artistes souriants, trouve un public énorme. En l'espace de quelques années, par 1957, l'émission atteindrait 40 à 50 millions de téléspectateurs par semaine. Les critiques ne pouvaient plus prétendre qu'il n'était qu'une nouveauté. En 1957, le magazine Life est allé jusqu'à qualifier Lawrence Welk de musicien le plus populaire de l'histoire des États-Unis, affirmant qu'il avait dépassé même des stars comme Elvis Presley et Frank Sinatra en termes de portée et de capacité de gain. Les chiffres étaient stupéfiants. Son chiffre d'affaires annuel était estimé à 3,5 à 4 millions de dollars, ce qui représenterait plusieurs fois ce montant aujourd'hui. Les garanties de concert pouvaient atteindre 100 000 $ par semaine. Les ventes de disques sont énormes. Les cotes d'écoute à la télévision sont élevées et dans 1960 et 1, son enregistrement de Calcutta est numéro 1 et se vend à plus d'1 million d'exemplaires, ajoutant un nouveau chapitre improbable à une carrière qui s'est déjà étendue de la terre battue à la célébrité nationale. Et pourtant, le charme poli que l'on voit devant les caméras n'est qu'une facette de l'homme. Derrière le sourire chaleureux et le mot célèbre merveilleux se cache un homme qui dirige son monde avec un contrôle strict. Lawrence n'est pas simplement à la tête d'un groupe de musique. Il a construit ce que l'on a souvent appelé une famille musicale, et il attendait de tous ses membres qu'ils vivent selon ses normes. Du 1950 au 1966, les artistes devaient correspondre à l'image saine qu'ils vendaient. Pas d'alcool, pas de tabac, pas de scandale, pas de comportement susceptible de perturber le public plus âgé et pratiquant qui aimait le spectacle. Il ne s'agissait pas seulement de ce qui se passait devant les caméras, mais aussi de la vie privée. Si quelqu'un dépassait les bornes, Lawrence pouvait lui couper les vivres. Alice Sloan est née le 23 novembre 1926, à Cooper au Texas, et 1955, plus tard, elle était devenue la première vraie dame de champagne du Lawrence Welk Show, lorsque l'émission est passée de la radio à la télévision ABC. Elle n'était encore qu'à la fin de son 20e anniversaire, et elle s'intégrait si naturellement à l'émission qu'on avait l'impression qu'elle avait été faite pour cela. Sa voix était douce et régulière. Sa présence sur scène était chaleureuse et facile, et elle se comportait d'une manière qui mettait les téléspectateurs à l'aise dès qu'elle apparaissait à l'écran. Semaine après semaine, les familles l'invitaient chez elle sans même y penser. Rapidement, des milliers de lettres de fans ont afflué. Les gens aimaient sa voix claire d'alto, son sourire calme, et le sentiment qu'elle appartenait vraiment à ce monde de robes élégantes, de mélodies douces et de musique au champagne soigneusement emballée par Lawrence Welk. À la fin de la décennie, Alice Sloan n'était pas seulement une autre chanteuse dans la distribution. Pour de nombreux téléspectateurs, elle était l'un des visages de l'émission. C'est ce qui a rendu la suite si étrange. En juillet 1959, Welk l'a soudainement licenciée et a dit aux téléspectateurs qu'elle avait été renvoyée parce qu'elle montrait trop de jambes. Il aurait dit que le cheesecake n'avait pas sa place dans notre émission, et toute l'affaire s'est concentrée sur une robe qui montrait un peu de son genou. Même à l'époque, l'excuse semblait absurde.
Alice Lohan n'était pas connue pour être audacieuse ou suggestive, bien au contraire. Son image était douce, saine et retenue, ce qui faisait que l'explication publique ressemblait moins à une vraie raison qu'à quelque chose de commode. Welk a défendu sa décision en disant que son émission entrait dans les foyers américains et devait rester propre et morale, mais le public était stupéfait. La femme qu'ils avaient regardée chaque semaine n'avait rien fait qui semblait scandaleux, et cela n'a fait que rendre le renvoi plus sévère. Peu de temps après, une autre histoire a commencé à avoir beaucoup plus de sens. Selon des personnes proches de l'émission, le vrai problème n'avait pas grand-chose à voir avec un ourlet, et beaucoup plus avec l'argent. Alice Lohan était une jeune mère et vers 1959, elle aurait demandé à Welk une augmentation. C'était un terrain dangereux dans son émission. Welk avait depuis longtemps l'habitude de payer les artistes au tarif syndical le plus bas possible et il n'aimait pas négocier un par un. De nombreux acteurs ne gagnaient qu'environ 10 cents par semaine alors qu'ils passaient à la télévision nationale et contribuaient à créer l'une des émissions de variété les plus connues d'Amérique. Welk lui-même avait ouvertement déclaré qu'aucun acteur ne valait pour lui un penny de plus que le tarif. Une fois que l'on a compris cela, l'histoire du genou commence à ressembler moins à une position morale qu'à une histoire de couverture. C'était simple, propre et facile à vendre au public. Plus important encore, cela a permis de détourner l'attention du fait que l'une de ses stars les plus connues avait peut-être été poussée vers la sortie après avoir demandé à être payée plus équitablement. Puis vint le moment qui rendit l'histoire encore plus impressionnante. Alice Lohan a dit non, elle a refusé de revenir. Ce choix était important. À cette époque, la plupart des artistes-interprètes, en particulier les femmes, étaient censés absorber l'humiliation, se taire et accepter le poste si on le leur proposait à nouveau. Se retirer d'une grande émission de télévision n'était pas une démarche normale. Cela signifiait perdre de la visibilité des revenus et probablement le genre de célébrité nationale qu'il est difficile d'obtenir 2 fois. Pourtant, elle a quand même refusé. Cette décision suggère que les dommages ont été plus profonds qu'une déclaration publique embarrassante. Il ne s'agissait pas seulement d'une histoire d'adresse, mais aussi de contrôle. Welk était connu pour garder la mainmise sur ses acteurs, leur salaire et même leur vie privée. Le refus d'Alice Lohan a brisé ce schéma d'une manière discrète mais inoubliable. Elle n'a jamais retrouvé le même niveau de célébrité par la suite, mais le fait qu'elle ne revienne pas reste l'un des moments de défi les plus discrets de l'histoire de l'émission. Et cette histoire ouvre la porte à une vérité bien plus grande sur Lawrence Welk lui-même. Car si l'émission vendait de la chaleur des valeurs familiales et du bonheur poli, l'argent qui se cachait derrière était contrôlé d'une main très dure. Au début des années 1970, Welk gagnait plus de 3 millions de dollars par an grâce à l'émission, aux apparitions en direct et aux droits d'auteur. En monnaie d'aujourd'hui, cela représente environ 20 millions de dollars. Pendant ce temps, de nombreux artistes qui ont fait le succès de l'émission survivaient encore avec des salaires minimums syndicaux allant d'environ 20 centimes de dollars à 6 centimes de dollars par semaine. Même les stars qui ont contribué à attirer des millions de téléspectateurs n'ont pas nécessairement bénéficié d'augmentations ou de primes significatives. Il ne s'est pas non plus contenté de s'asseoir sur cet argent. Il transforme les revenus de la télévision en un véritable empire immobilier. Dans 1960 et 1, il commence à investir massivement dans l'immobilier californien. À Santa Monica, il développe l'immeuble de la Lawrence Welk Union Bank. Puis en 1964, par l'intermédiaire de sa société Téléclus, qui était Welk à l'envers, il a acquis une propriété de 1000 acres à Escondido, qui est devenu un important centre de villégiature et de retraite. En 1979, il avait investi environ 12 millions de dollars dans sa modernisation, ajoutant des centaines de maisons, un hôtel, un terrain de golf et d'autres attractions. À son apogée, l'endroit attirait environ 40 000 visiteurs par mois et est devenu la base de ce qui est devenu plus tard le groupe Welk, une entreprise qui a fini par rapporter environ 100 millions de dollars par an en revenus de villégiature et de multipropriété. À Santa Monica, il a également développé le St. Wilshire, une tour de vin et un étage, qui est devenu l'un des bâtiments emblématiques de la ville et qui a été vendu en 1987 pour 73 millions de dollars. À côté se trouvaient les Champagne Towers, où Welk avait son penthouse, ainsi que d'autres propriétés voisines qui ont permis à la famille de continuer à s'enrichir longtemps après la fin de l'émission télévisée.
En d'autres termes, alors qu'on disait aux artistes qu'aucun numéro ne méritait plus que l'échelle Welk, construisait régulièrement des actifs qui survivraient à l'émission elle-même. Puis vint l'un des plus grands tournants dans l'histoire de l'émission. Le janvier 16,1960 et 11,ABC annula le Lawrence Welk Show. Ce qui est remarquable, c'est que l'émission faisait encore de bons scores d'audience. Le problème n'était pas que personne ne regardait, mais plutôt qui regardait. Les dirigeants des chaînes de télévision recherchaient un public plus jeune et urbain que les publicitaires, estimés plus susceptibles d'acheter des voitures, du savon et d'autres produits. La soi-disant purge rurale balayait la télévision et les téléspectateurs plus âgés étaient soudain considérés comme moins précieux, même s'ils se présentaient en grand nombre. L'audience de Welk était importante, fidèle et largement supérieure à 45, Le programme ne correspondait donc pas à la nouvelle orientation souhaitée par ABC. La règle de l'accès aux heures de grande écoute a également resserré la grille de la chaîne, ce qui a donné aux dirigeants une raison supplémentaire de supprimer les émissions qui n'attiraient pas le bon public. Ainsi, même si environ 30 millions de téléspectateurs suivaient la série chaque semaine, elle a été repoussée à plus tard. Pourtant, même si la marque continuait à vendre de la nostalgie saine des histoires plus sombres, s'accrochait aux personnes liées au monde Welk. Jo Ann Castle, la pianiste honky tonk qui est apparue dans l'émission de 1959 à 1969, et qui est revenue plus tard pour des apparitions de retour, a été liée à l'un des scandales les plus horribles de cette orbite. Des années plus tard, Castle l'a nié à l'époque et a même forcé l'enfant à écrire une lettre de dénégation humiliante. Holloway a été condamnée et dans une déposition de 2013, Castle a admis qu'elle avait subi un lavage de cerveau de sa part. Sa propre vie a longtemps été marquée par l'alcoolisme, les overdoses et un mélange dévastateur de substances qui ont contribué à un accident vasculaire cérébral en 2009, et des rapports ont suggéré qu'il pourrait y avoir eu beaucoup d'autres victimes. Ce contraste est impossible à ignorer. L'image publique de l'univers Welk était impeccable, mais certaines des vies qui se cachaient derrière étaient fracturées, abîmées et loin de la fantaisie, sûre que l'on avait vendue au public. Lorsque Lawrence Welk est mort, le 17,1992, mai, à l'âge de 89, il s'est éteint dans son penthouse de Santa Monica à Champaign Towers après une brève maladie. 4 jours plus tard, le 20 mai et 1, il est enterré au cimetière Holy Cross de Culver City. Des millions de personnes qui avaient grandi avec sa musique et son spectacle ont pleuré le roi de la musique champagne. Mais avant même que les hommages ne se soient totalement apaisés, une autre réalité s'est imposée. Les documents d'homologation déposés le juin 5, 1992, ont révélé l'ampleur de l'empire qu'il avait laissé derrière lui. Sa succession a été évaluée à environ 150 millions de dollars, un chiffre stupéfiant pour l'époque. Cela le plaçait au-dessus de la richesse associée à de nombreuses icônes culturelles plus importantes. Sa femme Fern, qu'il avait épousée en 1930 et reçut un intérêt viager dans les trusts familiaux, tandis que son fils Larry Welk Jr. devint une figure centrale de l'avenir de l'entreprise. Les Scandido Resorts, les fonds musicaux et les biens immobiliers de la famille n'étaient plus seulement des symboles de réussite. Ils étaient désormais au centre d'une nouvelle lutte pour le pouvoir, l'héritage et le contrôle. Il faudra des années pour que cette lutte fasse surface, mais la richesse qui en découle est énorme. Au moment de sa mort, la fortune de Welk s'est construite à partir de revenus télévisuels, de biens immobiliers, de droits musicaux et d'affaires qui se sont multipliés pendant des décennies. Il a vendu les droits musicaux de 1988 pour environ 25 millions de dollars. Ces complexes hôteliers continuaient à générer des revenus importants. Ces propriétés de Santa Monica étaient devenues des actifs de grande valeur. L'image du chef d'orchestre souriant avec les bulles et la musique légère cachait l'un des empires du divertissement les plus prospères du XXe siècle. Larry Welk Jr., né en 1940, a passé des décennies à l'intérieur de cette machine. Il a travaillé aux côtés de son père et a contribué à transformer Téléclus en un groupe Welk plus vaste. Il s'est occupé d'éléments clés de l'entreprise Escondido Resort, des biens immobiliers et des redevances musicales, et pendant longtemps, il a semblé être l'héritier tout désigné. Il est resté dans l'entreprise pendant plus de 40 ans, en tant que directeur général et président, et de l'extérieur, cela semblait être la continuation parfaite de l'entreprise familiale. Le père l'a construite, le fils l'a poursuivie. Le Welk Show avait débuté localement sur KTLA en 1950
et un virgule, et était devenu national sur ABC en 1955, il avait survécu à l'annulation du réseau 1960 et 11 et avait continué à être diffusé en syndication jusqu'en 1982, Après la mort de Welk, les rediffusions et les émissions spéciales de PBS ont maintenu la marque en vie. En 1993, les rediffusions attiraient encore des millions de téléspectateurs chaque semaine. Même en 2026, plus de 70 ans après la première apparition de l'émission à la télévision, des versions de celle-ci étaient encore diffusées sur les chaînes de PBS et d'autres points de vente. Aucun nouvel épisode n'avait été produit depuis 1982, mais d'anciennes représentations des clips reconditionnés et des rétrospectives animées par les acteurs permettaient de maintenir la machine en vie et surtout de continuer à percevoir des royalties. L'émission n'était plus un simple souvenir, mais une source de revenus, ce qui rendait le contrôle de l'empire Welk d'autant plus important. Puis après des décennies passées à dissimuler les tensions familiales, tout a éclaté au grand jour. Le 15, 2022, novembre, une salle de réunion secrète s'est tenue au sein du groupe Welk. Larry Welk Jr., alors âgé de 82 ans, n'en a pas été informé à l'avance. Lors de cette réunion, Kevin Welk, son propre fils, et Jonathan Fredericks, son neveu, ont fait adopter une modification des statuts interdisant à toute personne âgée de plus de 74 ans d'exercer la fonction de directeur général. Cette règle visait une personne et une seule. Puis presque immédiatement, la fonction de directeur général elle-même a été supprimée. C'est ainsi que Larry Jr. a perdu son salaire mensuel, ses importantes primes annuelles, son compte de dépenses et son assurance maladie. Jonathan Fredericks a alors pris le rôle de président et a commencé à faire essentiellement le même travail sous un titre différent. C'était une décision brutale, et ce qui la rendait encore plus dure, c'était l'histoire familiale qui la sous-tendait. Larry Jr. avait passé 42 ans à contribuer à la construction de l'entreprise. Puis il a été éliminé par son propre sang. Cette trahison était d'autant plus profonde qu'il avait beaucoup fait. À partir de 1980, Larry Jr. a contribué à transformer les possessions familiales en un empire beaucoup plus vaste. Il a construit Heartland Music, aidé à développer Welk Resorts et supervisé des acquisitions majeures telles que Vanguard et Sugar Hill Records. Ces labels ont travaillé avec de grands artistes, dont John Fogerty, Linda Ronstadt et Dolly Parton. Sugar Hill a publié l'album de Dolly Parton, The Grass is Blue, qui a remporté le Grammy du meilleur album de musique bluegrass. Larry Jr. a également contribué à la vente de Welk Music Group à Concorde en 2015 et à la vente de Welk Resorts à Marriott en 2020 et un pour près de 430 millions de dollars. Il ne s'agissait pas d'un héritier négligé vivant de l'argent de la famille. Il avait activement développé l'entreprise. Pourtant, à 2022, la structure qu'il avait mis des décennies à renforcer était utilisée pour le forcer à partir. Il ne l'a pas accepté sans broncher. Le 20 janvier 2026, à l'âge de 85 ans et en mauvaise santé, Larry Welk Jr. a intenté un procès de 30 millions de dollars devant la Cour supérieure du comté de Los Angeles contre Kevin Welk, Jonathan Fredericks, Stephen Barron et le Welk Group. La plainte décrivait un système de duplicité et comparait la trahison à une scène de Macbeth. Elle les accusait de truquer le contrôle du conseil d'administration, de détourner des fonds et de le priver de son autorité par le biais d'une manœuvre ciblée. Une plainte affirmait que Kevin avait utilisé 230 et 1 782 $ par mois de l'argent de la société pour une Aston Martin personnelle. La plainte demandait la dissolution de la société, la liquidation des actifs et des dommages-intérêts compensatoires et punitifs. D'autres actions en justice seraient également en cours, notamment une affaire de maltraitance des personnes âgées et une action dérivée des actionnaires. À ce stade, la lutte familiale n'était plus cachée. C'était une guerre publique pour l'argent, le contrôle et l'héritage. La partie la plus douloureuse a peut-être été celle-ci, même après l'éviction de 2022. Larry Jr. possédait toujours 28,5 par 50 et 1% de l'entreprise. Cela signifie qu'il détenait encore plus d'un quart de l'entreprise. Il possédait toujours une participation financière importante dans l'empire, mais la propriété n'apportait pas de pouvoir réel. Il n'avait pas de siège au conseil d'administration, pas de contrôle et pas de voix effective.
Kevin et Fredericks étaient soutenus par 19 des 20 et un actionnaire. Et Larry Jr. observait de l'extérieur la société qu'il avait mis des décennies à construire et qui continuait à fonctionner sans lui. Le procès a qualifié cette situation de cauchemar juridique, et il est difficile de trouver une meilleure expression. Il possédait une énorme part de l'empire et ne pouvait pourtant pas le diriger. Il avait contribué à créer la machine, mais à la fin, il n'avait plus de place dans le siège du conducteur. Kevin Welk a répondu avec force. Le février 2,2026, il s'est défendu publiquement et a accusé son père d'avoir mal utilisé les fonds, de ne pas avoir fait grand-chose pour développer la société, d'avoir intenté de faibles procès et d'avoir porté atteinte à l'héritage de son grand-père. Il a déclaré qu'ils avaient été proches pendant leur enfance, mais qu'ils ne le reconnaissaient plus. Le contre-pouvoir affirmait que Larry Jr. avait pris des primes non autorisées, utilisé des jets privés et facturé des dépenses personnelles inappropriées pendant des années sans l'approbation du conseil d'administration. Jonathan Fredericks a ajouté que Larry Jr. voulait brûler ce que d'autres avaient continué à développer. Des personnalités publiques liées à l'héritage Welk, y compris des artistes tels que Raoul English et Mary Lou Metzger, se sont également exprimés contre Larry Jr. À ce moment-là, la dispute s'est transformée en guerre civile familiale, avec des témoins, des déclarations et des réputations qui ont été traînées au grand jour. Et puis presque immédiatement, il y a eu un autre choc. Lawrence Welk Jr. est décédé le 5,2026 février, quelques semaines seulement après avoir intenté le procès. Il avait 85 ans. Sa mort est survenue en pleine tempête publique. Quelques jours seulement après que la bataille judiciaire ait éclaté au grand jour, ses sœurs ont annoncé son décès sur Facebook le 11, et ce qui aurait dû être une période de deuil a été inséparable de la querelle qui l'a entouré. Il est mort en accusant son propre fils et son neveu de cupidité, de trahison et d'accaparement du pouvoir. Ceux-ci, à leur tour, l'accusaient d'abus de fonds et de mauvaise gestion à long terme. Il n'y a pas eu de fin propre, pas de résolution familiale nette, juste une nouvelle mort qui est venue s'ajouter à une lutte déjà horrible.